Attention, il est de retour sur ce plateau. Martin, est-ce que tu peux appeler notre invité fil rouge du jour, car tu l'as connu tout petit? Oui, voici Hugo Clément. Salut les amis. Attends, Bonsoir Hugo. J'ai J'ai un cadeau pour toi. Ah, mais c'est... Un cadeau de la part de Dominique Mermoux, le dessinateur de la BD. c'est super gentil. On a mis volontairement un petit papier sur le nom de ton chien. Oh, parce qu'on ne savait pas si tu voulais rendre public ce nom. Non, Voilà. mais c'est gentil du coup. Mais c'est super mignon. Pourquoi il a fait les cheveux gris? Ah, je sais pas, il a dû regarder la télé. Pourquoi il a pas fait les cheveux bruns? Je comprends pas. Je sais pas, je saurais pas En tout t'expliquer. cas, merci Hugo et merci au dessinateur. C'est Dominique Mermoux. Avant de parler du livre, l'affiche signalétique qui va s'afficher à gauche de votre écran. Hugo Clément, 33 ans, né à Strasbourg, fils de prof, élevé à Toulouse, études de journalisme à Lille, habitant de Biarritz, jeune reporter à la rédaction de France 2. Et puis Martin Veil nous parle de toi. Et puis tu nous rejoins un petit journal sur Canal+, et puis à Quotidien sur ce plateau. 5 années très riches ensemble. Et depuis plein de choses, tu es devenu un des symboles du combat écologique et de la défense de la cause animale en France. On te retrouve partout, sur le front, sur France 5, à la matinale de France Inter, dans les librairies, dans des conférences sur le site Vaquita, la newsletter La Bascule, les réseaux où tu es un des journalistes les plus suivis de France, et même à la tête d'une boîte de prod. Signe particulier, tu parles à tout le monde, y compris à Jordan Bardella, lors d'une soirée organisée par Valeurs Actuelles. C'est bien résumé. Donc à tout le monde. Oui, c'est bien résumé. Ouais. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. Bon. Je suis très content de revenir. Ça fait des beaux souvenirs. C'est assez émouvant. Non, mais c'est vrai, franchement. Ben, on verra quelques souvenirs tout à l'heure. Ah, super. Depuis Génial. que t'es parti, t'es devenu une sorte de symbole. Le symbole de quoi, à ton avis? Je pense pas être devenu un symbole. Je pense que je porte, à travers les émissions, à travers les livres et les autres formats, un sujet qui intéresse de plus en plus de gens, et notamment les plus jeunes, à savoir la question climatique et celle de la biodiversité. Mais je pense pas que je suis un symbole de quoi que ce soit. Moi, j'essaye d'utiliser l'exposition médiatique que j'ai la chance d'avoir pour Tu mettre... parles moins bien qu'avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Je trouve, un perso, je trouve. C'est ça, je n'ai plus ton aura pour me guider dans la bien-parlance. Et donc, non, je pense que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre en lumière les gens qui ont moins d'exposition médiatique, qui sont sur le terrain, que ce soit les scientifiques, les militants ou les ingénieurs qui trouvent des solutions, pour leur donner accès aux médias et expliquer que oui, il y a un problème, mais oui, aussi, il y a des solutions. Voilà. Est-ce qu'on peut être militant et journaliste? À cette question, tu réponds Oui. Bien Oui. sûr, je réponds oui. Et je vais m'appuyer sur ce que disait Jean-Michel Apathy. J'ai dit beaucoup de bêtises. Ah, bon, on va voir si celle-là en est une, mais il me semble que vous disiez l'objectivité n'existe pas. Ça, Il s'agit de tu l'as maîtriser dit la subjectivité. Oui, ça c'est vrai. Ça. Voilà, et Oui. effectivement, je trouve que l'objectivité, c'est-à-dire prétendre qu'on est complètement imperméable à ce qu'on pense, à ce qu'on est, à notre parcours, on n'est pas des robots, on est des humains, donc évidemment que quand on fait du journalisme, on est influencé par ce qu'on peut penser, par notre parcours de vie. Ce qui compte, c'est de rester honnête et de rester dans la base du journalisme, à savoir chercher la vérité. Mais on peut être engagé sur certains sujets et assumer une part d'engagement, y compris publiquement, tout en faisant un travail journalistique honnête. Voilà. Tu publies donc ce livre, un livre super bien fait. Ça s'appelle Le Théorème de Vaquita, avec le dessinateur Dominique Mermoux et l'écrivain Vincent Ravalec. C'est chez Fayard Graphique avec 2 F. C'est quoi le théorème de Vaquita? Le théorème du Vaquita, c'est quelque chose pour expliquer pourquoi on est lié à tous les autres animaux et pourquoi on a besoin des autres espèces pour vivre tout simplement. Je prends un peu l'image d'une maison dans laquelle on habite. Chaque brique de cette maison est une espèce. Si vous en enlevez quelques-unes, il ne se passe pas grand-chose, on se rend compte de rien. Le Vaquita, c'est quoi? Ah, le Vaquita. Alors, le Vaquita, c'est un petit cétacé D'accord. de la famille Voilà. des dauphins. C'est un marsouin, en fait, un dauphin en plus petit, qui est le cétacé le plus menacé du monde. Il vit que dans... Oui, Ah là. c'est lui. Il ressemble un peu à un panda des mers, avec cette petite Ouais, tête ouais. trop mignonne. Et il vit que dans une seule région du monde, c'est la mer de Cortés au Mexique. Il en reste entre 6 et 10, selon les scientifiques. Donc, on est 10? vraiment... Ah oui, entre 6 pas 10 et 10. Non, entre 6 et 10 individus. Et donc, on est vraiment sur une espèce qui est au bord de l'extinction. Et il se trouve qu'ils sont dévastés par la pêche illégale qui est faite par le cartel de Sinaloa, qui est un cartel mexicain qui fait du trafic de drogue, mais qui fait aussi du braconnage. Ils cherchent un poisson très particulier qu'on appelle le totoaba, parce qu'ils vendent sa vessie aux Chinois, sur le marché chinois, et parce que ça aurait des vertus miraculeuses. Et ils prennent aussi les vaquitas dans leur filet. Et donc, c'est ça qui pousse cette espèce à la disparition. Et le théorème du vaquita, Ouais, c'est ben, d'expliquer... ça, c'est
c'était le Vaquita. Et donc, Voilà. le théorème de Vaquita, C'est cette fameuse maison où chaque brique est une espèce. Si on en enlève quelques-unes, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. On en enlève quelques dizaines, il y a des fissures qui apparaissent, mais ça tient toujours. On en enlève des centaines, il y a des bouts de plafond qui tombent. Et le jour où on en enlève des milliers de briques dans cette maison, des milliers d'espèces, là, c'est toute la maison qui s'effondre. Et nous qui habitons dedans, on meurt tous ensemble. Et c'est pour comprendre qu'on est lié aux autres espèces. On ne peut pas régner sur un cimetière, on ne peut pas être la seule espèce qui survit avec des solutions technologiques. On a besoin des autres. La biodiversité, c'est ce qui nous permet de manger. C'est les abeilles, les insectes pollinisateurs qui nous servent à faire nos cultures. C'est ce qui nous permet de nous soigner. L'essentiel des molécules qui sont dans nos médicaments se trouvent dans la nature. C'est ce qui nous permet de respirer. La majorité de l'oxygène sur Terre vient des océans. Donc dans des océans en mauvaise santé, on ne peut pas vivre tout simplement. Donc on est lié à ce vivant et on a besoin des autres animaux. Même si on s'en fiche des animaux, je sais que ce n'est pas ton cas Yann, mais même si on s'en fiche des animaux, si on estime que ce n'est pas très important, même si on est pragmatique et égoïste, on a besoin de préserver les autres espèces pour vivre tout simplement. 40% des 1000 à 2500 milliards de poissons capturés chaque année sont tués pour rien. Ouais, c'est une estimation du WWF, c'est-à-dire que sur tout le volume de poissons qu'on pêche, 40% selon l'organisation sont pas consommés, sont simplement remontés à bord dans les filets et rejetés ensuite à la mer parce qu'ils sont soit trop petits, soit pas de l'espèce visée, soit qu'ils n'ont pas un intérêt commercial suffisamment important. Donc en fait, on tue des milliards et des milliards d'êtres vivants pour rien. Et on ne tue pas que des poissons avec la pêche, on tue aussi des cétacés, par exemple. On le voit en France, à peu près 10 000 dauphins sont tués chaque année sur la façade atlantique française par les filets de pêche. Donc la pêche, c'est industrielle telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est un immense gâchis où on gaspille des milliards d'animaux pour rien. Et d'ailleurs, on t'a demandé de choisir une séquence que tu avais retenue, je pense qu'elle vient de Sur le front. Ouais. Et tu as choisi justement une image qui a un rapport avec ce que tu viens de dire. Oui, une pratique de pêche traditionnelle qui se fait aux îles Féroé, oui, qui consiste à chasser des dauphins qu'on appelle les dauphins globicéphales, qui ont un front arrondi, qui sont des créatures absolument fascinantes. Moi, j'ai eu la chance de plonger avec eux et c'est des animaux très doux, très curieux, très intelligents. Et ils sont massacrés aux îles Féroé par tradition. On regarde l'extrait. On entend les dauphins gémir, on les voit qui se débattent. Et vous voyez la mer qui devient rouge, tellement il y a de sang. Ça y est, c'est fini, tous les dauphins sont morts. Donc là, les bateaux sont en train de récupérer les carcasses pour les amener vers le port. C'est là-bas que se fera le partage de la viande. À quel moment tu as arrêté de manger des animaux ? Ça fait 6 ans à peu près. J'ai d'abord arrêté de manger de la viande, après être entré dans des élevages intensifs, avoir rencontré des ouvriers qui travaillent en abattoir. Puis après, j'ai arrêté le poisson parce que j'ai enquêté sur la pêche. Mais le message du livre, c'est pas du tout de dire qu'il faut tous devenir végétariens ou véganes. C'est d'expliquer que le volume de consommation qu'on a aujourd'hui, 86 kg de viande par an et par personne en France, n'est pas compatible avec un élevage paysan, artisanal, plein air. Le niveau de consommation de poissons qu'on a aujourd'hui n'est pas compatible avec une pêche artisanale. On consomme tellement qu'on est obligé de passer par de l'élevage industriel qui ne respecte ni les animaux, ni la planète, ni les hommes, pour fournir la demande. Donc le message, c'est qu'il faut réduire ce volume de consommation et il vaut mieux avoir des millions de personnes qui réduisent beaucoup leur consommation que quelques milliers de véganes. Alors on va regarder la planète, donc c'est page 13 de ton bouquin, et tu vas nous dire à quelle heure on se jette par la fenêtre, parce que dans le sens d'une aiguille d'une montre... Oui, il y a une corde offerte pour chaque BD acheté. Qui sort ici comme ça. Une corde est offerte. Donc fonte des glaciers, réchauffement climatique, épidémie, air irrespirable, disparition d'espèces animales, modification des écosystèmes, pollution des océans, déforestation, érosion, pollution des sols et de la nappe phréatique. Alors, on se marre, mais en même temps, tout est vrai. On fait quoi ? Alors, on tourne les pages et on regarde aussi ce qu'il y a après dans le livre. Non, mais évidemment, dit comme ça... Et tu donnes des conseils. Voilà, c'est un peu le problème avec l'écologie, c'est que c'est super plombant. Quand vous écoutez les scientifiques, les études, les gens qui prennent la parole sur le sujet, effectivement, on a envie de se jeter par la fenêtre. Mais il faut voir la réalité en face. On est dans une situation, c'est ce que dit le GIEC, et c'est ce que disent les spécialistes de la biodiversité, qui est très grave, qui menace à terme nos propres conditions d'existence, parce qu'on est des animaux et on dépend des écosystèmes pour vivre, donc on ne peut pas vivre sur une planète qui devient invivable. Et en même temps, il faut écouter aussi les solutions que proposent les scientifiques et les ingénieurs. Il y a plein de solutions, il y a plein de choses à faire. Par exemple, sur la question de la pêche, puisqu'on en a parlé, aujourd'hui, on laisse des chalutiers industriels qui font entre 80 et 150 mètres de long, qui ne sont pas des chalutiers français, qui viennent principalement des Pays-Bas, pêcher dans nos eaux territoriales, dévaster les écosystèmes. Ils peuvent ressortir des milliers de tonnes de poissons chaque semaine et ils congèlent directement à bord. Et en plus, ça fait de la concurrence complètement déloyale aux petits pêcheurs français. Ça,
on l'autorise aujourd'hui, on pourrait très bien l'interdire. Donc il y a plein de choses à faire. Il faut sortir du constat d'impuissance. Il y a les conseils, là, je suis en train de montrer les conseils. Là. Ouais, il y a plein de conseils. Moi, le il y a premier la ferme Groin-Groin aussi. Alors ça, c'est un des exemples positifs qui donne envie de poser la corde et de ne pas se pendre. C'est quoi la ferme effectivement, Groin-Groin c'est un refuge qui recueille des animaux issus d'élevage intensif ou sauvés d'abattoirs et qui tout simplement leur offre une vie comme celle que devraient avoir tous les animaux selon moi. C'est une vie paisible, de bonheur, où ils vivent leur vie jusqu'à leur mort naturelle, dans un endroit où on prend soin d'eux, où on leur donne à manger, où on s'occupe d'eux. Et c'est des lieux qui font vachement de bien. Et le monsieur que vous voyez en bas à droite, là, Mauricio, qui vient donner un coup de main au refuge Groin-Groin. C'est ancien employé dans l'abattoir. C'est un monsieur qui a travaillé 6 ans à l'abattoir municipal de Limoges. Il était chargé d'aspirer la moelle épinière des bovins qui tuaient et de sortir les fœtus du ventre des vaches qui étaient abattues. Et il a été complètement traumatisé par son expérience. Il faisait ça parce qu'il n'avait pas le choix. Et c'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que ce sont des mondes industriels très traumatisants pour les humains aussi. Les gens qui travaillent dans les abattoirs ou dans les élevages intensifs sont des gens qui souffrent, qui ne sont pas heureux, qui travaillent, pardon de le dire comme ça, mais dans le sang, les excréments, les cris toute la journée. Et donc, il faut aussi arriver à imaginer autre chose pour ces gens-là. Mais est-ce qu'on peut nourrir le monde avec ce genre d'élevage ? Alors, nourrir le monde, non. Ça dépend combien on consomme de volume. J'en reviens à ce que je disais. Si on mange autant de viande qu'aujourd'hui, non. Il faut des élevages intensifs. Mais on n'a pas besoin de manger autant de viande qu'aujourd'hui. Et tous les pays du monde ne mangent pas autant de viande que nous. 86 kilos par an et par personne en France. La moyenne dans les pays africains, on est plutôt autour de 20 kilos. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les pays les plus riches qui mangent le plus de viande. Et quand l'industrie de la viande explique qu'elle nourrit la planète, c'est complètement faux parce qu'on utilise énormément de sol agricole pour nourrir tous ces animaux qui sont enfermés, ces milliards d'animaux enfermés. Je donne juste un chiffre, en France, c'est 3 millions d'animaux par jour abattus. 3 millions par jour, ça fait 2000 par minute. La consommation française baisse ou pas du tout ? La consommation française baisse légèrement ces 10 dernières années. En revanche, la consommation de poissons augmente, donc c'est pas forcément mieux. Mais la consommation mondiale continue d'augmenter. Donc ça, c'est de viande. C'est un vrai problème et ça pousse le système vers l'effondrement, le système d'élevage, parce que ce n'est pas rentable. Ça aussi, il faut le dire. C'est rentable uniquement parce qu'il y a énormément de subventions publiques. Donc c'est un choix de société de soutenir ce type d'élevage. On pourrait décider de ne soutenir que les éleveurs paysans, les gens qui font du plein air et qui font différemment.